Bonsoir et bienvenue sur Edu Mali, toujours dans la phase de préparation du baccalauréat malien, session de juin 2026. On se retrouve aujourd'hui avec l'exercice numéro 3 qui concerne les fonctions logarithmes népériens et exponentielles. Donc ici, on est dans une partie très essentielle du programme, à savoir les fonctions exponentielles et logarithmes. C'est la base. Si on veut aller au baccalauréat quand même, c'est des fonctions qu'on doit vraiment maîtriser. Donc aujourd'hui, on va aller avec la partie A. Donc, dans la partie A, nous avons une fonction définie sur 0 à plus l'infini par f de x égale x carré plus ln de x. La première question, on nous demande en petit a de justifier l'existence d'un réel unique alpha compris entre 0,50 et 1 tel que f de alpha égale à 0. Donc nous avons f de x égale x carré plus ln de x et d de f égale 0 à plus l'infini. Donc il faut noter que la fonction ln de x est définie sur 0 à plus l'infini et c'est la primitive de la fonction 1 sur x. Donc si on fait un petit rappel ici, donc si nous avons petit f qui a x, on associe 1 sur x sur 0 à plus l'infini. Sa primitive, c'est la fonction ln de x sur 0 à plus l'infini, tel que grand f de 1 égale 0. Cela veut dire que ln de 1 égale à 0. Donc la fonction logarithme népérien est définie comme telle. C'est la primitive de la fonction 1 sur x sur l'intervalle 0 à plus l'infini, tel que ln de 1 égale à 0. Et ln de x a des propriétés qu'il faut connaître avant de s'attaquer à un exercice comportant ln. Il faut toujours connaître les propriétés ainsi que les limites remarquables de ln de x et les fonctions comportant ln. Donc, dans notre cas ici, nous avons la fonction ln de x tout court. C'est la fonction de base, c'est la fonction classique. Et nous savons que quand dans le cours, on a les limites à 0 plus de ln de x, ça c'est moins l'infini. Et la limite à plus l'infini de ln de x, ça c'est plus l'infini. Ça, ce sont les limites remarquables. Et que la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. Donc, nous allons aller sur cette base. Maintenant, la question qui est de justifier l'existence du réel alpha tel que f de alpha donne 0, ça, c'est ce qu'on appelle le théorème des valeurs intermédiaires, qu'on avait vu déjà dans les fonctions, qu'on appelle TVI. Théorème des valeurs intermédiaires. Donc, f continu est strictement monotone sur un intervalle AB, alors, d'abord, on va utiliser les conditions et je reviens au niveau de l'intervalle. Donc, on va dire sur l'intervalle AB et f de A fois f de B est inférieur à 0, alors il existe une unique solution alpha qui appartient à l'intervalle AB
tel que f de alpha soit égal à 0. Donc, voilà le théorème qu'on doit utiliser. C'est le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires. Donc, ça c'est, on est sur l'intervalle AB. Maintenant, au cas où l'intervalle est ouvert, au lieu de faire f de A et f de B, on allait faire limite. Par exemple, si l'intervalle est ouvert, donc en ce moment, on va prendre limite quand x tend vers A plus de f fois limite quand x tend vers B moins de f, et si ça c'est inférieur à 0. Donc ça c'est au cas où si l'intervalle est ouvert, comme dans notre cas ici où l'intervalle est ouvert ici, l'intervalle 0 à plus l'infini. Donc nous allons appliquer exactement ce théorème pour pouvoir montrer que le f de alpha égale à 0 et cet alpha là existe et c'est unique. Donc, nous allons d'abord vérifier que f est continu, strictement monotone. Donc quand on dit strictement monotone, c'est la croissance ou la croissance ou la décroissance. C'est ça, strictement monotone. Donc nous allons aller avec notre fonction. Donc dans un premier temps, f est contenu sur l'intervalle 0 à plus l'infini parce que c'est la somme de deux fonctions continues sur 0 à plus l'infini. Donc la fonction qui à x on associe x carré est continue sur 0 à plus l'infini. La fonction qui à x on associe ln de x est continue sur 0 à plus l'infini. Donc f de x est continu sur 0 à plus l'infini comme somme de fonctions continues. Donc nous allons, ça c'est notre rappel. Voilà, on va utiliser à côté ici. Donc déjà la continuité est prouvée. Maintenant on va voir est-ce que f est strictement monotone. Donc nous allons chercher la dérivée de f sur cet intervalle. F est aussi dérivable sur l'intervalle parce que de la même manière la fonction qui a on associe x carré est dérivable sur 0 à plus l'infini. La fonction qui a x on associe ln de x est dérivable sur 0 à plus l'infini. Ça c'est par définition. Donc f est dérivable. F est dérivable sur 0 à plus l'infini comme somme de fonctions dérivables. Et à partir de là, on peut chercher sa dérivée comme somme de fonctions dérivables sur 0 à plus l'infini. Et là, maintenant, on peut chercher sa dérivée. Donc, quel que soit x élément de 0 à plus l'infini, nous allons chercher la dérivée de f. F étant la somme de deux fonctions, c'est-à-dire x carré et ln de x. Déjà, la dérivée de x carré, c'est 2x. Et la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. On vient de dire ça rapidement dans notre rappel parce qu'on dit ln de x, c'est la primitive de 1 sur x. Donc, c'est-à-dire quand on dérive ln de x, ça va nous donner 1 sur x. Et quand nous regardons ça, on réduit au même dénominateur, ça va nous donner 2x carré plus 1 sur x. Comme on est sur 0 à plus l'infini, c'est des nombres qui sont... C'est un nombre qui est positif parce que 2x carré plus 1 est positif et x aussi est positif. Il ne faut pas oublier qu'on est sur l'intervalle 0 à plus l'infini. Donc, à partir de là, on peut dire que la fonction f est strictement croissante. Alors,
f est strictement croissante sur 0 à plus l'infini. Donc, nos deux éléments sont réunis. Nous avons la continuité et nous avons la monotonie. La fonction est strictement monotone. Maintenant, ça nous reste notre troisième élément, c'est les limites. Vu qu'on est sur l'intervalle 0 à plus l'infini, donc nous allons chercher la limite à 0 plus de f de x. Ça fait la limite à 0 plus de x carré plus ln de x. Vu que la limite à 0 de ln de x, c'est moins l'infini, donc nous allons, et on remplace x par 0, donc on aura 0 moins plus moins l'infini. Ça donne moins l'infini. La limite à plus l'infini de f de x, c'est la limite à plus l'infini de x carré plus ln de x. Et ça va nous donner plus l'infini, ça fait plus l'infini, parce que la limite à plus l'infini de ln, c'est plus l'infini. Ça, on l'avait montré. Donc, nous avons nos trois éléments, et ici, la remarque, c'est qu'ils sont de signes contraires. C'est ce qu'on avait dit dans le théorème. Il faut qu'ils soient de signes contraires. Et nous voyons exactement ici qu'ils sont de signes contraires. Donc, nos éléments étant réunis, alors on peut rapidement appliquer le théorème. Donc, nous allons maintenant regrouper. On va dire f est continu et strictement croissante sur 0 à plus l'infini. De plus, limite à 0 plus de f de x fois limite à plus l'infini de f de x égale est inférieur du moins est inférieur à 0 est inférieur à 0, alors l'équation f de x égale 0 admet une unique solution alpha appartenant à l'intervalle 0 à plus l'infini. Maintenant, on n'a pas exactement fini parce que la question nous dit que le alpha est entre 0 et 1. Nous, on a vu que alpha est dans l'intervalle 0 à plus l'infini. Maintenant, plus spécifiquement, il faut qu'on arrive à montrer que alpha est entre 0 et 1. Donc, nous allons pour cela chercher f de 0,50 et 1. Donc, nous allons chercher f de 0,50 qui va faire 0,50 au carré plus ln de 0,50. 0,50 c'est 1 quart. Donc si nous calculons cela, parce que 0,50 c'est 1 demi au carré c'est 1 quart, et moins ln de 2. 1 quart c'est 0,25. ln de 2 c'est à peu près 0,69. Donc si nous calculons cela, nous allons trouver moins 0,44, à peu près moins 0,44. Ensuite, on va chercher f de 1, ça va faire 1 au carré plus ln de 1. Et par définition, on a vu que ln de 1 c'est 0, donc ça fait 1. Et nous remarquons ici qu'ils sont de signes contraires. C'est ça le théorème des valeurs intermédiaires. Donc nous voyons que f de 0,5 fois f de 1 est inférieur à 0, alors alpha appartient à l'intervalle 0,5 1.
Donc, nous voyons que, en conclusion, qu'est-ce qu'on va dire? Conclusion, f de x en conclusion, on va dire il existe une il existe un unique réel alpha compris entre 0,5 et 1 tel que f de alpha égale à 0. Maintenant, on nous demande dans la deuxième question, on nous demande de déterminer le signe de f de x suivant les valeurs de x. Donc, pour cela, nous allons faire le tableau de variation et placer alpha et voir comment ça va se présenter. Même si on ne nous a pas demandé, donc nous allons rapidement voir le tableau de variation. 0 plus l'infini, f' de x. Ici, f de x. Donc, ce n'est pas défini à 0. La dérivée étant positive, f est strictement croissante. Donc, si nous plaçons alpha, parce que nous allons voir ici que f de alpha c'est 0. Donc, à partir d'ici, nous voyons comment se fait et on les limite. On avait calculé les limites. La limite à 0 moins avait donné moins l'infini et la limite à plus l'infini avait donné plus l'infini. À partir de là, nous voyons que le signe de f de x, vu que si nous regardons cette partie, on est du côté des réels négatifs. Et de ce côté, on est du côté des réels positifs. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Entre 0 et alpha, f de x est négatif. Et entre alpha et plus l'infini, f de x est positif. Donc, à partir de là, on va trouver le signe. Donc, on va dire ici que, quel que soit x appartenant à l'intervalle 0 alpha, f de x est inférieur à 0, et quel que soit x appartenant à l'intervalle alpha à plus l'infini, f de x est positif, et si x est égal à alpha, f de alpha va donner 0. Donc la fonction s'annule au niveau de alpha. On peut récapituler tout ça dans un tableau de signes. On a 0, alpha, plus l'infini, f de x. Ça s'annule au niveau de alpha. Ici c'est moins et ici c'est plus. Donc voilà le tableau de signes de f de x. Voilà. Donc à partir de là, on a eu le signe de f de x. On vient maintenant à la question suivante. Soit la fonction g définie sur 0 à plus l'infini par g de x égale x carré plus ln de x au carré. On nous demande de calculer g'. Donc ici c'est calculé, c'est mal écrit. Donc c'est calculer g' et vérifier que g' de x égale à 2 sur x f de x. Puis en déduire le tableau de variation de g. Donc, g aussi est défini sur l'intervalle 0 à plus l'infini. Et g est aussi dérivable comme f, c'est la somme de deux fonctions dérivables. Comme somme de fonctions dérivables.
et on va chercher G' de x. Nous avons ici la somme de, donc nous avons ici x carré et ln de x au carré. Donc ça c'est G de x. C'est comme on a la somme. Donc dans les rappels des dérivés, dérivé de i plus v, c'est i' plus v'. Et dérivé de i puissance n, c'est n i' puissance n moins 1. Ça c'est un petit rappel sur les dérivés parce qu'on aura besoin de ça ici. Donc rapidement, dérivé de x carré c'est 2x, parce que j'ai oublié de le préciser, dans les rappels c'est pareil que i puissance n, c'est nx n moins 1. Donc, et maintenant, dérivé de ln de x au carré, on applique la formule i puissance n. Donc ici n c'est 2, donc ça va faire n i' i puissance n moins 1. Donc voilà ce que ça va donner au niveau de la dérivée de g. Parce que dérivée de ln de x c'est 1 sur x. Maintenant on arrange. Ça va faire 2x plus 2 sur x ln de x. Maintenant, f de x, on n'oublie pas, c'est x carré plus ln de x. Donc, nous allons réduire ça au même dénominateur. Donc, ça va nous donner 2x carré plus 2 ln de x sur x. Et si nous mettons 2 en facteur, on aura x carré plus ln de x, le tout sur x. Et là, nous voyons que l'expression qui est là n'est autre chose que l'expression de f de x. Donc ça, c'est f de x. Donc ici, ça va nous donner 2 sur x fois f de x. Donc, on peut dire que G' de x ok, donc G' de x est égal à 2 sur x f de x. Voilà, c'est ça qu'on nous avait demandé de vérifier. Maintenant, le reste de la question, c'est d'en déduire le tableau de variation de G. Donc, le tableau de variation de G. On est sur l'intervalle 0 à plus l'infini. Donc, 2 sur x est positif sur 0 à plus l'infini. Cela veut dire que G' de x a le même signe que f de x sur 0 à plus l'infini. Alors qu'on avait déjà fait le signe de f de x dans la première question, petit 1, petit b. Donc nous allons dire d'après petit 1, petit b, donc on va utiliser le signe, donc de 0 à alpha. D'après petit 1, petit b, sur l'intervalle 0 alpha, f de x est inférieur à 0 et sur l'intervalle alpha à plus l'infini, f de x est supérieur à 0. Donc c'est ce qu'on va utiliser pour, donc ça veut dire que g de x aussi aura le même, g' de x aussi aura le même signe. Donc quel que soit x élément de 0 à alpha, g' de x est inférieur à 0, alors g de x est strictement décroissante. Strictement décroissante,
sur 0 alpha. Et quel que soit x élément de alpha à plus l'infini, g' de x est supérieur à 0, alors g de x est strictement croissante. Sur alpha à plus l'infini. Donc là, nous avons le sens de variation. Ici, on dit le tableau de variation. Donc, il nous faut calculer les limites aux bornes du domaine de définition. Donc, nous allons calculer les limites aux bornes du domaine de définition. Limite à 0 plus de g de x. Donc, ça va faire limite à 0 plus de x carré plus ln de x au carré. Ça fait 0 plus moins l'infini au carré. 0 plus l'infini, ça fait plus l'infini. Parce que moins l'infini au carré, ça va donner plus l'infini. Et si nous faisons le calcul, ça va nous donner plus l'infini lorsque x tend vers 0 plus. Ça reste la limite à plus l'infini de g de x. Ça fait limite à plus l'infini de x carré plus ln de x au carré. Donc ici nous allons avoir plus l'infini plus l'infini au carré. Donc ça fait plus l'infini et ça fait plus l'infini. Donc la limite à plus l'infini de g de x aussi, ça fait plus l'infini. À partir de là, on peut dresser le tableau de variation de g de x. Donc, tableau de variation. C'est sur 0 à plus l'infini, ça s'annule à alpha. G' de x, g de x, ici on a moins et plus. Donc ici la fonction est décroissante, ici la fonction est croissante et on aura ici g de alpha. Ici on a vu que c'est plus l'infini, ici aussi c'est plus l'infini. Donc voilà le tableau de variation de g de x. Donc nous avons le tableau de variation de g de x. Maintenant, on continue. On vient à la question grande 2. Dans la question grande 2, petit 1, petit a, on dit dans le petit 1, on dit montre que le réel alpha défini dans la partie A petit 1. Donc le alpha qu'on avait établi dans la partie grand 1 petit a. Donc on nous demande de montrer que ce alpha est solution de l'équation h de x est égal à x, où h est la fonction définie sur 0 à plus l'infini par h de x égale à x moins 1 quart de x carré plus ln de x. Ok, donc h de x égale x moins 1 quart facteur de x carré plus ln de x. Donc nous devrons montrer que alpha est solution. On va dire montrons que alpha est solution de h de x égale à x. Pour cela, pour aller vite, on va utiliser toujours le théorème des valeurs intermédiaires, mais nous allons pour cela construire une nouvelle fonction. Donc nous allons dire soit t de x égale h de x moins x sur 0 à
plus l'infini. Donc, il suffit de montrer que alpha est solution de t de x égale à 0. Donc, il suffit de montrer que alpha est solution de t de x égale 0. Donc c'est comme si on est avec le théorème des valeurs intermédiaires. Donc nous allons en ce moment appliquer le même théorème, montrer que t est continu et strictement monotone et que limite à 0 de t de x fois limite à plus l'infini de t de x est inférieur à 0. Alors là, en ce moment, alpha va être solution de t de x égale à 0. Donc nous allons rapidement utiliser ça. Donc on peut aussi montrer que l'équation h de x égale à x est équivalente à l'équation f de x égale à 0. On a vraiment le choix à ce niveau-là pour aller à ce niveau. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Comme déjà alpha est défini dans la première question, au lieu de reprendre tout à 0, nous allons juste chercher t de alpha et voir est-ce que ça va donner ce qu'on cherche. Donc, on a dit c'est x moins de x carré ln de x. Ça c'est h de x moins x. Et là, ça va nous rester moins 1 quart facteur de x carré ln de x. Ça c'est t de x. Maintenant, à partir de là, nous allons chercher t de alpha. Donc t de alpha, ça va faire moins 1 quart de alpha carré plus ln de alpha. Or, alpha carré plus ln de alpha, c'est ça qui est f de alpha, qui est égal à 0. Donc, t de alpha, ça va faire moins 1 quart fois 0, qui fait 0. Et là, à partir de là, nous voyons que h de alpha, c'est bien alpha. En conclusion, alpha est la solution de h de x égale à x. On va aller avec ça. Si on appliquait le théorème des valeurs intermédiaires, on pouvait l'appliquer aussi, chercher les limites de t de alpha à 0 et à plus l'infini, et dériver t de x et tout ça, mais ça va nous prendre du temps. Ça, ce sont des astuces qu'on peut utiliser, vu que alpha est déjà défini dans la partie A. Et la remarque, on pouvait remarquer ici aussi que nous avons déjà ici f de x. Arrêtez, ça c'est f de x. Donc, à partir de là, c'est ce qui fait qu'on a dit que ça c'est 0. Donc, parce que f de x, alpha est déjà la solution de f de x égale à 0. Et on n'oublie pas que alpha est dans l'intervalle 0, 5, 1. Donc, alpha appartient à l'intervalle 0, 5, 1. Parce que c'est le même alpha qu'on a défini dans cette partie-là. Donc, on continue. On vient à la question 2. On dit de calculer h' et d'étudier son signe sur l'intervalle 1 demi 1. Donc, nous allons calculer h'. Vu que h de x, c'est x moins 1 quart de x carré plus ln de x. Si on veut, on peut l'écrire sous cette forme. C'est x moins 1 quart de f de x. Voilà. Donc, à partir de là, nous voyons que h de x est dérivable. Est dérivable sur 1 demi 1. On n'oublie pas que 1 demi 1, c'est le même intervalle que c'est ça, 0,51. On a juste changé le 0,50 en 1 demi comme somme de fonctions dérivables.
Et on va chercher h' de x. H' de x, ça va nous donner quoi? Ça va nous donner 1 moins 1 quart fois f' de x. On se rappelle qu'on avait déjà calculé f' de x. Ça nous a donné 2x carré plus 1 sur x. Donc, il suffit juste de remplacer. On a remplacé. Comme ça, à partir de là, h' de x va nous donner quoi? Ça va nous donner 1 moins 2x carré plus 1 sur 4x. Si nous réduisons cela au même dénominateur, on aura 4x moins 2x carré plus 1 sur... Et ici, on met dans l'ordre moins 2x carré plus 4x moins 1 sur 4x. Ça, c'est h' de x. Donc, une fois qu'on a calculé h' de x, on dit d'étudier son signe. On est sur l'intervalle 1 demi 1 du moins. Voilà, 1 demi 1. J'allais prendre 0 à plus l'infini. Maintenant, sur cet intervalle, on voit que ici 4x est supérieur à 0 sur l'intervalle 1 demi 1. Donc, le signe de h' dépend de moins 2x carré plus 4x moins 1. Maintenant, nous allons poser ça égal à 0 et on va chercher ses racines. Moins 2x carré plus 4x moins 1 est égal à 0. Si on calcule delta, ça va faire b carré moins 4ac moins 8. Ça fait 8. Et à partir de là, on peut chercher x1. Ça fait moins b, moins racine de delta. Racine de 8, c'est 2 racine de 2. Sur 2a, ça fait moins 4. Donc, si on simplifie le tout par moins, ça fait 2 plus racine de 2 sur 2. Et x2, ça fait moins b plus 2 racine de 2 sur moins 4. Et ça va faire 2 moins racine de 2 sur 2. Maintenant, les deux valeurs sont dans l'intervalle, parce qu'on va voir quelle valeur se trouve dans l'intervalle. 2 plus racine de 2 sur 2, parce qu'on est entre l'intervalle 0,50 et 1. Donc, nous allons vérifier entre ces deux valeurs, parce qu'on peut faire le tableau des signes et prendre les valeurs qui nous intéressent. Donc, si je prends ici 0, j'aurai la première valeur, je vais comparer ça à 1. Donc, on va chercher ensemble les signes. Donc, 2 moins racine de 2 divisé par 2, ça fait à peu près 0,29. Voilà, 2 moins racine de 2 sur 2, c'est à peu près 0,29. 0, or nous, notre intervalle commence à partir de 0,50. Je m'excuse un peu. Voilà, on est ici. Donc, ici, c'est à peu près 0,29. Et ici, c'est à peu près, donc si on change le signe en plus, 1,7. Donc, ce n'est pas dans notre intervalle. Donc, si nous prenons 0,29, on a 2 moins racine de 2 sur 2. Ensuite, 1 demi. Ensuite, 1 et 2 plus racine de 2 sur 2 et plus l'infini. Donc, si nous faisons le signe ici, moins 2x carré plus 4x moins 1, on
On fait le signe et on prend la partie qui nous intéresse. Comme c'est du second degré, on a 2 racines. Donc, on a signe de A à l'extérieur et signe contraire à l'intérieur. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est plutôt cette partie-là, entre 1,5 et 1. Donc, nous voyons que, quel que soit x élément de l'intervalle 1,5, 1, h' de x est supérieur à 0, strictement supérieur à 0. Cela veut dire que la fonction h de x est strictement croissante. On va voir, voilà, on dit étudier son signe. Donc, c'est tout ce qui nous intéresse. Donc, voilà son signe. La fonction est strictement, h' de x est strictement positive. Maintenant, on continue. Dans la partie B, on dit de prouver que h de 1,5, 1 se trouve à l'intérieur de l'intervalle 1,5, 1. Donc, pour prouver cela, comme h est strictement croissante, donc h' de x est supérieur à 0, cela veut dire que h de x est strictement croissante sur l'intervalle 1,5, 1. Donc si on fait l'encadrement, si on aura 1,5 inférieur ou égal à x inférieur ou égal à 1, et comme h est croissante, on aura en ce moment h de 1,5 inférieur ou égal à h de x inférieur ou égal à h de 1. Il suffit de calculer maintenant h de 1,5. Et si nous calculons h de 1,5, ça va nous donner 7 plus 4 ln de 2 sur 16. Voilà, sur 16. Et on calcule h de 1. H de 1, ça va nous donner 3 quarts. On n'oublie pas, h de x, c'est x moins 1 quart de f de x. Donc c'est comme x moins 1 quart de x carré plus ln de x. Donc c'est ici, on remplace. Donc si nous remplaçons, nous allons avoir ces valeurs-là. Et par remarque, nous savons que 3 quarts c'est 0,75. Donc 3 quarts c'est inférieur à 1. Et 1 est plus petit que 1,5 est plus petit que 7 plus 4 ln de 2 sur 16. Donc par conséquent, on aura quoi? On aura 1,5 qui est inférieur à 7 plus 4 ln de 2 sur 16 qui est inférieur ou égal à h de x qui est inférieur ou égal à 3 quarts et 3 quarts est inférieur à 1. Donc nous voyons que ici h de x est toujours entre 1,5 et 1. Donc on a 1,5 inférieur ou égal à h de x inférieur ou égal à 1. Ça veut dire que h de l'intervalle 1,5, 1 est inclus dans l'intervalle 1,5, 1. Voilà. Ça veut dire qu'ici, c'est inclus. Donc, nous venons de montrer que h de 1,5 est inclus dans l'intervalle 1,5, 1. Donc, on continue. On dit de calculer h seconde et d'étudier son signe. Donc, pour calculer h seconde, on va rappeler h' qu'on avait déjà calculé. On avait eu moins 2x carré plus 4x moins 1 sur 4x. Ça, c'est notre h' sur l'intervalle 1,5, 1. À partir de là, nous allons chercher h seconde. Donc, ici, on a la forme u sur v. C'est-à-dire que h' est dérivable. Et sa dérivée, c'est h seconde. Et là, on a u sur v.
Donc on aura U'V, c'est-à-dire on applique la formule U'V moins V'U sur V au carré. Donc on applique la formule U'V moins V'U sur V au carré. Donc U c'est le numérateur, donc on aura ici moins 4x plus 4, facteur de 4x. Et dérivé de 4x c'est moins 4, facteur de moins 2x carré plus 4x moins 1 sur 4x le tout au carré. Donc h seconde de x. Si on développe, ça va nous donner moins 16x carré plus 16x. Ici on fait rentrer, ça va faire plus 8x au carré moins 16x plus 4. Et en bas on aura 16x carré. Donc ici les 16x vont s'éliminer et ça va rester moins 8x carré plus 4 sur 16x carré. Et là on peut simplifier par 4. Ça va rester moins 2x carré plus 1 sur 4x sur l'intervalle 1 demi 1. Donc voilà h seconde de x. Ça c'est la dérivée seconde. Donc comme on a la dérivée seconde, on dit d'étudier son signe. Donc comme on l'avait dit, 4x est positif sur 1 demi 1. Donc h seconde a le même signe que moins 2x carré plus 1. Maintenant, moins 2x carré plus 1, on va voir, ça s'annule. On va poser ça égal à 0. Et on va trouver deux valeurs. On aura moins 2x carré égale à moins 1. X carré égale 1 demi. Et si on tire x, on va trouver plus ou moins racine de 2 sur 2. Maintenant, racine de 2 sur 2, c'est 0,7. Le négatif n'étant pas dans l'intervalle. Donc, on va prendre juste le positif qui est sensiblement égal à 0,7. Là, ça se trouve dans notre intervalle. Donc, on fait le tableau des signes. Ici, on a 1 demi. On a ici racine de 2 sur 2 et 1. Donc, moins 2x carré plus 1. Ça s'annule ici. Normalement, c'est moins ici et plus ici. Donc, là, nous avons le signe de h seconde de x. Donc, ça veut dire que entre 1 demi et 1, donc, dans l'intervalle 1 demi à racine de 2 sur 2, h seconde de x est supérieur ou égal à 0. Et dans l'intervalle racine de 2 sur 2 à 1, h seconde de x est inférieur ou égal à 0. Donc, voilà son signe. Et si x égale racine de 2 sur 2, alors h seconde de x va donner 0. Donc, voilà son signe dans l'intervalle 1 demi 1. Là, on dit d'en déduire que quel que soit x élément de 1 demi 1, h' est entre 0 et 0,3. On va appliquer la même chose que ce qu'on a vu avec h tout de suite ici. Comme on connaît h seconde, donc c'est ce qu'on va dire. H seconde de x étant, on peut faire rapidement le tableau de variation. Donc h seconde de x est supérieur ou égal à 0 sur l'intervalle 1 demi racine de 2 sur 2 et h seconde de x est inférieur ou égal à 0 sur l'intervalle racine de 2 sur 2 à 1. Donc si on calcule, on va calculer h de 1 demi. On avait calculé du moins h' du moins. On va calculer h'
de 1 demi. Donc si nous remplaçons dans h' par 1 demi, nous allons trouver 1 quart qui fait 0,25. Ensuite, on va calculer h de 1. H de 1, ça va faire aussi à peu près 0,25. On va chercher h de racine de 2 sur 2 qui va donner à peu près 0,29. Donc si nous faisons le tableau de variation de h', donc ici on a h seconde de x, on a h' de x, donc on est ici 1 demi, racine de 2 sur 2 et 1 ici. Nous avons ici plus et moins, donc ça croît, ça décroît. Ici on a 0,25, 0,29 et ici 0,25. Si nous regardons h', nous voyons que d'après le tableau de variation, h' est entre 0,25 et 0,29. Donc c'est ce que ça veut dire. Donc ça veut dire quel que soit x appartenant à l'intervalle 1 demi 1, 0,25 est inférieur ou égal à h' de x qui est inférieur ou égal à 0,29. Or, on sait que 0 est inférieur à 0,25 qui est inférieur ou égal à h'. Et 0,29 aussi est inférieur à 3. Donc, à partir de là, en conclusion, on va dire quel que soit x élément de 1 demi 1, zéro est inférieur ou égal à h' de x, inférieur ou égal à 0,3. Ah oui, c'est 0,3 au lieu de 3, 0,30. Donc ici c'est 0,3. Et là, nous avons montré que h' de x est entre 0 et 0,3. Parce que ici c'est le maximum. Donc le maximum, et nous avons ici 0,25 et ici 0,25. Donc ça veut dire si x est dans cet intervalle, h', lui, il va être entre 0, donc ça veut dire qu'on aura 0,25 inférieur ou égal à h' de x, inférieur ou égal à 0,29, parce que ça c'est la valeur maximale. Continuons. On définit la suite un par u0 égale 1 et un plus 1 égale h de un. On demande de montrer que 1 demi est inférieur ou égal à un, inférieur ou égal à 1 et que la suite un est décroissante. On va faire ça rapidement par récurrence. On va vérifier si un cas est vrai. Et si un cas est vrai, on va supposer que c'est vrai à l'ordre n et montrer que c'est vrai à l'ordre n plus 1. On appelle ça la démonstration par récurrence. Donc, on va aller avec le premier cas. On va démontrer ça d'abord. Donc, on va dire si n égale 0, on sait que u0 c'est 1. Et 1 demi est inférieur ou égal à 1, inférieur ou égal à 1. Et on sait que ça c'est vrai. Donc, à partir de là, on va dire supposons que 1 demi est inférieur ou égal à un, inférieur ou égal à 1, et montrons que 1 demi est inférieur ou égal à un plus 1, inférieur ou égal à 1. Donc ça c'est la démonstration par récurrence. Maintenant, comme on sait que h est croissante, on avait vu ça, la fonction h de x est croissante. H de x est strictement croissante sur l'intervalle 1 demi 1. Donc ça va nous servir ici. Donc,
On va aller avec ce qu'on a supposé. 1 demi est inférieur ou égal à UN inférieur ou égal à 1. Et on applique H. Cela veut dire qu'on aura H de 1 demi inférieur ou égal à H de UN inférieur ou égal à H de 1. Car H est strictement croissante. Et on avait vu que H de l'intervalle 1 demi est inclus dans l'intervalle 1 demi. Donc, nous allons utiliser ça ici aussi. À ce niveau-là, voilà. On avait déjà montré ça. Donc, si x est dans l'intervalle 1 demi, alors h de x aussi est dans l'intervalle 1 demi. Donc, comme on est toujours dans l'intervalle 1 demi 1, on est dans l'intervalle 1 demi 1, donc là, à partir d'ici, on va dire que 1 demi est inférieur ou égal à h de un est inférieur ou égal à 1. Or, h de un, c'est un plus 1. Donc, en conclusion, 1 demi est inférieur ou égal à un plus 1, inférieur ou égal à 1. Et là, nous venons de montrer le théorème, de montrer que 1 demi est inférieur ou égal à un, inférieur ou égal à 1. Ça, c'est en conclusion. Maintenant, on dit de montrer que H est, que la suite U est décroissante. Donc, pour montrer que la suite U est décroissante, nous allons chercher UN plus 1 moins UN. Donc, on va faire UN plus 1 moins UN. Donc, c'est comme H de UN moins UN. Donc, si nous calculons cela, H de UN, on avait déjà vu que c'est UN moins 1 quart de UN carré plus ln de UN moins UN. Donc ici les UN vont se simplifier. Ça va rester moins 1 quart de UN carré plus ln de UN. Et UN est entre 1 demi et 1. Donc, comme UN est entre 1 demi et 1, si nous regardons, ce nombre est un nombre positif parce que la fonction puissance croît plus vite que la fonction ln. Donc, ce nombre est positif. Donc, cela montre que moins 1 quart fois un nombre positif, ça serait un nombre qui est inférieur ou égal à 0. Donc, à partir de là, UN plus 1 moins UN est inférieur ou égal à 0. Et là, UN plus 1 est inférieur ou égal à UN, donc la suite UN est décroissante. Donc la suite UN est décroissante. On continue. On dit en utilisant l'inégalité des accroissements finis, montre que l'on a UN plus 1 moins alpha inférieur ou égal à 0,3, facteur de valeur absolue de UN moins alpha, et que valeur absolue de UN moins alpha est inférieure ou égal à 1 demi, facteur de 0,3 puissance n. Donc, nous allons rapidement rappeler le théorème des valeurs, l'inégalité des accroissements finis de moins. Donc, que dit l'inégalité des accroissements finis? Donc, f dérivable sur l'intervalle AB. La fois passée, on l'avait rappelé dans l'exercice, au niveau de l'exercice 1. Donc, nous allons continuer. Donc, et on arrive à trouver un réel grand M tel que
valeur absolue de f' de x inférieur ou égal à grand M, alors on peut appliquer l'inégalité des accroissements finis en disant que valeur absolue de f de b moins f de a inférieur ou égal à grand M, valeur absolue de b moins a. Donc, ça c'est l'inégalité des accroissements finis. Voilà un peu le rappel à ce niveau. Donc, c'est ce que nous allons appliquer exactement ici. Nous allons voir est-ce que nous sommes dans les conditions. Nous voyons ici que f, on est plutôt avec h. H est dérivable sur l'intervalle 1 demi 1 et nous avons montré que 0 est inférieur ou égal à h' de x inférieur ou égal à 0,3. Donc cela veut dire quoi? Que valeur absolue de h' de x est inférieur ou égal à 0,3 parce que moins 0,3 est inférieur ou égal à 0. Donc nous avons ça aussi et toutes les conditions sont réunies. Donc c'est comme si ça c'est notre grand M et on est sur l'intervalle AB. Donc on peut appliquer l'inégalité des accroissements finis à... Maintenant le problème c'est que nous avons montré que UN appartient à l'intervalle 1 demi 1 et alpha aussi appartient à l'intervalle 1 demi 1. Donc nous allons appliquer l'inégalité des accroissements finis. Donc, on va dire en appliquant l'inégalité des accroissements finis sur l'intervalle UN, sur l'intervalle alpha UN, on va prendre ça comme ça, sur l'intervalle alpha UN, vu que les deux appartiennent à l'intervalle, à la fonction h, on a valeur absolue de h de UN moins h de alpha inférieur ou égal à 0,3, valeur absolue de UN moins alpha. Or, h de UN c'est UN plus 1 et h de alpha c'est alpha. On avait montré ça, que alpha c'est l'unique solution de h de x égale à x dans la partie au début. Et il suffit juste de remplacer. Donc, on aura UN plus 1 moins alpha inférieur ou égal à 0,3, valeur absolue de UN moins alpha. Et là, ça c'est montré. Maintenant, on nous demande de montrer que UN moins alpha aussi est inférieur ou égal à 1 demi. Donc, on va montrer ça maintenant. Donc, on a plusieurs manières de faire ça. On va aller avec les additions successives. Donc, on va prendre quel que soit k élément de grand M. Je vais remplacer ça par k. Et je vais faire varier k. Là, je vais prendre si k égale 0. J'aurai UN moins alpha inférieur ou égal à 0,3. I0 moins alpha. Si k égale à 1, j'aurai I2 moins alpha inférieur ou égal à 0,3, valeur absolue de I1 moins alpha. On va aller si k égale 2 pour visualiser. I3 moins alpha inférieur ou égal à 0,3, I2 moins alpha. Et si je continue jusqu'à si k égale à n moins 1, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai valeur absolue de IN moins alpha inférieur ou égal à 0,3, valeur absolue de IN moins 1 moins alpha.
Et maintenant, ici, je vais faire le produit membre à membre. Donc, quand on fait le produit membre à membre, les éléments vont s'éliminer. Donc, ça va partir. Ça aussi, ça va partir. Ça va partir. Et il y aura un élément qui va partir avec ça. Donc, qu'est-ce qui va rester? On aura valeur absolue de IN moins alpha inférieur ou égal. Maintenant, nous allons voir les 0,3 vont se multiplier combien de fois? Voilà. Parce qu'il y aura une multiplication 0,3, 0,3. Maintenant, pour savoir cela, on va regarder ici, il y a combien de termes? C'est-à-dire de 0 à n moins 1. Donc, de 0 à n moins 1, il y a combien de termes? De 0 à n moins 1, nous avons combien de termes? On applique la formule n moins 1 moins 0 plus 1. Et ça va nous donner n. Donc, il y a n termes. Donc, on aura en ce moment 0,3 puissance n. Ça va se multiplier n fois. Et ici, on aura I0 moins alpha. Ça va rester. Et je pense que ça nous reste un peu à montrer. Maintenant, ça reste le cas de valeur absolue de I0 moins alpha. On sait que I0 c'est 1 et que alpha est entre. Donc nous allons faire ça, l'encadrement là rapidement. Donc 1 demi inférieur ou égal à alpha inférieur ou égal à 1. On multiplie par moins. Moins 1 inférieur ou égal à moins alpha inférieur ou égal à moins 1 demi. Et si on ajoute I0, I0 c'est 1. Donc on aura 0 inférieur ou égal à I0 moins alpha inférieur ou égal à 1 demi. Donc cela montre que valeur absolue de I0 moins alpha est inférieure ou égal à 1 demi. Et si on remplace, donc en conclusion, on a valeur absolue de IN moins alpha est inférieure ou égal à 1 demi facteur de 0,3 puissance n. Voilà. Parce que ça, c'est inférieur ou égal à 1 demi. On vient de le montrer à ce niveau-là. Donc, on continue rapidement. On est à ce niveau. On demande un encadrement. On dit en déduire que la suite UN converge vers alpha. Donc, la suite UN converge vers alpha rapidement. Nous avons vu que UN est décroissante et que la suite UN est minorée. Donc, on va utiliser ce théorème-là rapidement. Parce qu'on avait vu que 1 demi est inférieur ou égal à UN inférieur ou égal à 1 et que UN est décroissante. Alors, à partir de ça, on peut dire que la suite UN est convergente. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que UN est minorée et décroissante. Donc, elle converge. Ça, c'est un théorème du cours. Toute suite minorée et décroissante est convergente et toute suite majorée et croissante est convergente. Bon, nous, on est dans le cas de minorée et décroissante. Donc, notre suite est convergente. Maintenant, comment montrer qu'elle converge vers alpha? Nous allons utiliser ce qu'on vient de montrer récemment. On a valeur absolue de UN moins alpha inférieur ou égal à 1 demi. On peut rapidement rappeler un théorème du cours. Si valeur absolue de UN moins L inférieur ou égal à U sur VL et limite à plus l'infini de VM donne 0, alors limite à plus l'infini de UN va donner L. Donc on est exactement à ce cas parce que ça va être comme notre suite Vn. Donc nous allons chercher la limite de la suite Vn. Donc nous allons chercher la limite à plus l'infini de 1 demi 0,3
puissance n. Et là, naturellement, c'est 0 car 0,3 est inférieur à 1. Ça aussi, c'est un rappel. C'est si Q est inférieur à 1, alors limite à plus l'infini de Q puissance n, c'est 0. Donc, c'est ce théorème-là qu'on a utilisé ici. Donc, en conclusion, limite à plus l'infini de un égale L. Et dans notre cas ici, c'est alpha. Oui. Voilà, dans notre cas ici, c'est alpha. Donc, conclusion, un converge vers alpha. Alpha, c'est la solution de f de x égale à 0. On ne doit pas oublier ça. On dit de déterminer n entier n0 tel que soit une valeur approchée de alpha à 10 puissance moins 5 près. Indiquer les valeurs de un0 données par la calculatrice. Donc ici, nous allons utiliser la calculatrice pour faire ce calcul-là. Donc, il suffit juste de poser, comme on sait que valeur absolue de un moins alpha est inférieure ou égale à n demi facteur de 0,3 puissance n, et on veut un encadrement à 10 puissance moins 5 près. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire n demi de 0,3 puissance n est inférieur ou égal à 10 puissance moins 5. Donc, c'est ce que nous allons prendre et on va mettre ici un0 vu que c'est ça qu'on cherche. Donc, on va appliquer ici ln inférieur ou égal à 2 fois 10 puissance moins 5 et on applique ici ln. Donc, on aura n0 ln de 0,3 inférieur ou égal à, on peut ici scinder parce que c'est ce qui va se passer. Ça va faire ln de 2 moins 5 ln de 10 et on va tirer. Donc si, comme on sait que ln de 3 est négatif, donc ça serait supérieur ou égal à ln de 2 moins 5 ln de 10 sur ln de 0,3 car ln de 0,3 est inférieur à 0. En rappel, si 0 inférieur à x inférieur à 1, alors ln de x est inférieur à 0. Donc, tout nombre qui ne vaut pas 1, donc tout nombre qui se trouve entre 0 et 1, son ln est négatif. Ce qui fait que ici on a changé l'ordre. Et à partir de là, si nous cherchons une valeur approchée de ce nombre-là, ça va nous donner 8,9. Comme on dit d'utiliser la calculatrice, est supérieur à... Et le plus petit entier immédiatement supérieur à 8,9, c'est 9. Donc cela veut dire que n0 est égal à 9. Parce que le plus petit entier qui est supérieur, entier naturel qui est supérieur à 8,9, c'est 9. Donc, on vient de trouver n0. Donc, n0 égale à 9. Maintenant, pour donner les valeurs, il suffit juste de remplacer h de x par sa valeur. Vu qu'on connaît h de x, c'est x moins 1 quart facteur de x carré plus ln de x. On sait que un plus 1 c'est h de un et u0 c'est 1. Donc il faut juste calculer de proche en proche. Donc on va chercher u1, u2 jusqu'à u9. Donc on peut mettre ça dans un tableau. Voilà, donc un tableau qui va nous donner les différentes valeurs. Parce que U1 c'est H de U0, à peu près c'est 0,75. On dit d'utiliser la machine. U2 c'est H de U1,
0,6 à peu près. On dit 4 chiffres ou 5 chiffres après la virgule. 5 chiffres après la virgule. 10 puissance moins 5 près. On fait ainsi de suite jusqu'à... On aura ici U3, ici U4, U5, U6, U7, U8, U9. Et quand vous calculez U9, c'est à peu près 0, 6, 5, 2, 9, 2. Et c'est ça qui va être une valeur approchée de alpha à 10 puissance. Donc 0,665 292 est une valeur approchée de alpha à 10 puissance moins 5 près. Voilà. Ici, vous allez calculer ça parce que ça c'est H de 2, H de U2, ça c'est H de U3, H de U4, H de U5, H de U6 et H de U7. Et U9 c'est H de U8. Voilà, donc la partie A est terminée. Nous allons rapidement aller avec la partie B. La partie B, ici, on est dans une application concrète. On appelle ça des situations complexes. Donc, la mathématique n'est pas aussi seulement que des calculs et de façon abstraite. Il y a aussi le côté application. Donc, voilà un cas. On a une substance. Donc, on dit une substance est injectée par voie intramusculaire. Elle passe du muscle au sang et est éliminée par les reins. Après étude, on constate que la quantité de substance contenue dans le sang à un instant t est donnée approximativement par la fonction Q, définie par Q de t égale Q0, facteur de exponentielle de moins 0,5t, moins exponentielle de moins t, où t est supérieur ou égal à 0. T est exprimé en heure, Q0 la quantité de substance qui est injectée en milligrammes. Donc, on nous demande d'établir le tableau de variation de Q. Donc, ici, on est avec les fonctions exponentielles. Pour rappel, la fonction exponentielle, c'est la bijection réciproque de ln. On a ln étant bijective. Cela veut dire quoi? Que exponentielle de x va être définie sur R de 0, de moins l'infini, de moins à plus l'infini. Voilà. Vers 0 à plus l'infini. Donc, le sens contraire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quel que soit x élément de R, exponentielle de x est positif. Et le domaine de définition étant R, les limites aux bornes, limite à moins l'infini de exponentielle de x, c'est 0. Limite à plus l'infini de exponentielle de x, c'est plus l'infini. Donc voilà quelques limites dont on aura besoin. Et la dérivée de exponentielle de x, c'est exponentielle de x lui-même. Mais si nous prenons une fonction, dérivée de l'exponentielle de u, c'est u' exponentielle de u. U étant une fonction à part. U étant une fonction, donc si nous voulons dériver exponentielle de u, on fait u' exponentielle de u. Donc, on aura besoin de ces notions-là pour pouvoir aborder et établir le tableau de variation là facilement. Donc, établissons rapidement le tableau de variation. On est ici sur l'intervalle 0 à plus l'infini, c'est ce qu'on nous a dit. Donc t supérieur ou égal à 0, ça veut dire que t appartient à l'intervalle fermé « 0 à plus l'infini ». Donc on est sur cet intervalle. Donc Q de t est dérivable sur
0 à plus l'infini, on va chercher sa dérivée, et q' de t, ça va être en ce moment q0 facteur. Donc ici, nous allons appliquer exactement la formule qui est là, dérivée de exponentielle de u. On a dit c'est u' exponentielle de u. Donc ici, ça c'est u. Donc on aura en ce moment moins 0,5 exponentielle de moins 0,5t. Et ici, on aura moins exponentielle de moins t. Voilà. Ça va faire Q0. Donc on aura moins 0,5 exponentielle de moins 0,5t plus exponentielle de t. Donc voilà ce que la dérivée va nous donner. Donc, à partir de là, qu'est-ce qu'on va dire? Si nous essayons de résoudre en exponentielle de... Parce qu'on va chercher son signe. Dans ce genre de situation, on va poser Q' de t supérieur ou égal à 0. Supérieur ou égal à 0. C'est exponentielle de moins t, je m'excuse. Voilà. Donc, si nous faisons cela, on aura quoi? On aura moins 0,5t exponentielle de moins 0,5t plus exponentielle de moins t supérieur ou égal à 0. Supérieur ou égal à 0. Et à partir de là, on peut transposer de l'autre côté. On aura moins 0,5 exponentielle de moins 0,5t supérieur ou égal à moins exponentielle de moins t. Et comme il y a les moins, si on multiplie par moins, l'ordre va changer. Voilà. Si on multiplie par moins, l'ordre va... Si on multiplie par moins, l'ordre va changer. Donc, j'aurai 0,5 exponentielle de moins 0,5t inférieur ou égal à exponentielle de moins t. Maintenant, si je divise le tout par exponentielle de moins t, 0,5 exponentielle de moins 0,5t sur exponentielle de moins t inférieur ou égal à 1. Et à partir de là, on applique les propriétés des exponentielles. Exponentielle de a sur exponentielle de b, c'est exponentielle de a moins b. J'aurai exponentielle de moins 0,5t plus t inférieur ou égal à 2. Parce que je vais 0 ici c'est 1 demi, donc je vais diviser. Et à partir de là, j'applique, je mets t, j'applique ln. J'aurai moins 0,5t plus t inférieur ou égal à ln de 2. Donc si je mets t en facteur, ici j'aurai 1 moins 1 demi inférieur ou égal à ln de 2, ça fait 1 demi, donc j'aurai t inférieur ou égal à 2 ln de 2. Donc Q' de t est positif sur l'intervalle si t est plus petit que ln de 2, 2 ln de 2. On est entre 0 et... Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire quel que soit t appartenant à l'intervalle 0, 2 ln de 2, Q' de t est supérieur ou égal à 0. Et quel que soit t élément de l'intervalle 2 ln de 2 à plus l'infini, Q' de t est inférieur ou égal à 0. Donc voilà les variations. Maintenant on va chercher rapidement les limites. Limite à 0 de Q de t, ça fait limite à 0 de Q0 facteur de exponentielle de moins 0,5t moins exponentielle de moins t. Donc, si nous remplaçons les t par 0,
ça va nous donner quoi? Q0 facteur de exponentielle de 0 moins exponentielle de 0. Et exponentielle de 0, c'est 1. Pour rappel. Donc ça va donner 0. Maintenant, limite à plus l'infini de Q de t. Limite à plus l'infini de Q0, exponentielle de moins 0,5t, moins exponentielle de moins t. Comme on l'avait vu dans les rappels, limite à moins l'infini de exponentielle, ça va donner 0. Et par changement de variable, limite à plus l'infini de exponentielle de moins x, ça va donner 0. Donc ici, on a fait un changement de variable, vu que c'est ce qui va nous intéresser ici. Donc, à plus l'infini, ça va donner 0, ça va donner 0. Donc, finalement, on aura, ça c'est 0, 0, donc on aura Q0 facteur de 0, ça fait 0. Donc, la limite à plus l'infini aussi va donner 0. Et là, à partir de là, on peut faire le tableau de variation. On a ici t, 0, ici 2 ln de 2, plus l'infini. On a ici q' de t, q de t. Ça s'annule ici. Donc, ici c'est positif ou négatif. Donc ça croît. Ici c'est 0, 0. Maintenant on va chercher Q de 2, ln de 2. Arrêtez, ça va faire ln de 4. Donc si nous remplaçons, ça va donner donc, Q de ln de 4. Ça va donner Q0 facteur de exponentielle de moins 0,5 ln de 4 moins exponentielle de moins ln de 4. On va appliquer les propriétés des exponentielles. Le moins, ça va renvoyer la valeur en bas. Ici, c'est puissance 1,5, donc ça va faire racine. Donc, ça va nous donner exponentielle de moins ln de 2. Donc, ça va faire ln de 1,5 moins, ici, exponentielle de ln de 1 quart. On est avec les propriétés de ln, donc ça va nous donner Q0 facteur de 1,5 moins 1 quart. Et ça fait Q0 sur 4. Donc on aura ici Q0 sur 4. On applique les propriétés de exponentielle. Donc voilà le tableau de variable. Voilà le tableau de variation. Maintenant, on désire contrôler les effets de cette substance. Pour cela, il faut que la quantité de médicaments contenus dans le sang soit comprise entre deux valeurs, Q petit m et Q grand m. Voilà. Donc le seuil, ici Q petit m, 1,2 mg est le seuil d'efficacité et l'autre Q grand m qui est 2,6 est le seuil de toxicité. On dit déduire du tableau de variation les valeurs qu'on peut donner à Q0 pour qu'à aucun moment la quantité de cette substance dans le sang ne soit toxique. Donc, nous allons partir avec les données 1,2 mg et Q grand M qui fait 2,6 mg. Maintenant, pour cela, il faut que quel que soit t supérieur ou égal à 0, Q de t soit inférieur ou égal à Qm. Donc, ça veut dire qu'on doit chercher Q de t inférieur ou égal à 2,6. Et comme c'est le maximum, parce que le maximum ne doit pas dépasser cela. Or, quand nous regardons le tableau de variation, la valeur maximale de Q de t, c'est Q0 sur 4. Donc, nous allons chercher à quel moment Q0 sur 4 est inférieur. Donc, c'est cette valeur de Q0 qui nous intéresse ici. Donc, Q0 sur 4 qui est inférieur ou égal à 2,6. Donc,
Q0 doit être inférieur ou égal à 2,6 multiplié par 4. Donc cela veut dire que Q0 doit être inférieur ou égal à 10,4. Donc inférieur ou égal à 10,4. Voilà, c'est ça. Donc, pour que ça ne soit pas toxique, donc les deux valeurs on a donné QM, Q petit m qui est égal à 1,2 mg, qui est le seuil d'efficacité, et Q grand M 2,6 mg, c'est le seuil de toxicité. Donc à partir du tableau de variation, on nous demandait de chercher les variations de Q, et à partir des variations de Q, de donner les valeurs de Q0 pour que à aucun moment la quantité dans le sang ne soit toxique. Donc comme on disait que QM c'est 2,6, c'est ce qui amène la toxicité. Donc on doit avoir Q de T inférieur ou égal à QM normalement. Donc ça veut dire que Q de T doit être inférieur ou égal à 2,6. C'est-à-dire en aucun moment la quantité dans le sang ne doit dépasser 2,6. Donc comme on sait que dans le tableau de variation, là où Q de T est maximal, c'est au niveau de Q0 sur 4. Donc c'est comme si Q0 sur 4 doit être inférieur ou égal à 2,6. Et à partir de là, on va chercher Q0. Et là, on voit que Q0 doit être inférieur ou égal à 10,4. Donc, pour qu'à aucun moment la quantité de substance dans le sang ne soit toxique, il faut que Q0 soit inférieur ou égal à 10,4 mg. Donc, il faut que Q0 soit inférieur ou égal à 10,4 mg. La question qui suit maintenant, c'est on a posé Q0 égal à 10. Donc, c'est toujours, donc ça veut dire qu'ici c'est inférieur ou égal à 10,4. Donc, ça veut dire que ce n'est pas toxique. Donc, on nous demande de tracer la courbe de la fonction. Donc, en ce moment, Q de T va être égal à quoi? 10 exponentielle de moins 0,5T moins exponentielle de moins T. Donc, on avait calculé les limites. On avait que limite à 0 de Q de T, c'est 0. Et limite à plus l'infini de Q de T, c'est 0. Donc, ça montre que la droite y égale 0 est asymptote horizontale à la courbe de Q. Voilà. Donc, on va juste prendre, on a les tableaux de variation. Donc, on va utiliser le tableau de variation. On a ici T, 0, ln de 4, plus l'infini, Q' de T, Q de T. On avait vu que ici c'est plus et moins, ça croît. Donc Q0, on avait pris Q0 sur 4.
Quand nous regardons le tableau de variation, c'est Q0 sur 4. Donc ici, on va faire 10 divisé par 4. Divisé par 4. Voilà. Donc ici, c'est 0, 0. Donc à partir de là, on peut rapidement tracer la courbe. On a une idée de comment la courbe doit être. Donc, comme on a dit de tracer soigneusement la courbe, nous allons prendre des valeurs et donc nous allons tracer le repère. On ne prendra que les valeurs positives. Le repère là va s'adapter. Voilà. Donc pour 0 c'est 0. Et on a dit on va prendre ici 1 ici, 2 ici, ça c'est 1, 2, et au niveau de l'axe des ordonnées aussi, on va prendre ici 1, et ici 2, ici on va prendre 1 et 2, parce que si on fait ça, voilà. Donc on aura 1 ici, 2 ici, voilà. Donc ici 1 et 2. Donc la courbe déjà, on a un extrêmum. 10 sur 4, c'est 5 demi qui fait 2,5. Donc nous pouvons prendre ici 10 sur 4 et ln de 4. ln de 4, ça fait 2 ln de 2. Donc 2 ln de 2. 2 multiplié par à peu près 0,69. Donc 1,38. Donc 1, si nous prenons ici, ça c'est 1,50. Donc à peu près ici. Donc on va prendre ici ln de 4. Donc on a besoin de l'extrémum. Voilà, ça c'est notre extrémum. Et à partir de là, nous avons vu que la courbe va passer comme ça, parce que c'est croissant ici, et ça va décroître pour venir suivre l'asymptote. Donc ça c'est la courbe. Voilà. Donc voilà la courbe. Et la question qui suit, c'est détermine graphiquement l'intervalle de temps durant lequel le médicament est efficace. On dit le médicament est efficace, c'est le petit QM ici. C'est le seuil d'efficacité ici. Donc, si nous regardons le seuil, il faut que ça soit Q de M, ça soit comprise entre ces deux valeurs là. Donc par exemple 1,2 mg. Donc si nous cherchons 1,2 graphiquement ici, 1,2 ici on a 1,50, c'est juste une valeur approximative. 1,25 ici, donc 1,2 c'est tout à peu près. Donc si nous traçons cette droite, voilà, si nous traçons la droite, donc nous allons voir au moment où ici c'est à peu près 0,3. Et si nous continuons, normalement, bon, ici ce côté de la courbe n'est pas bien tracé, sinon ça va nous amener jusqu'à 4, hein, si on fait l'intersection. On peut résoudre cela, mais comme ils ont dit graphiquement,
Donc, parce que ici, c'est l'asymptote. C'est l'asymptote. Donc, ça peut aller juste là. Donc, si nous traçons notre courbe ici, ça peut aller jusqu'à, bon, c'est une valeur qui est 4. Hein. Graphiquement, on est entre 0,3 et 4. Donc, graphiquement, il faut que, donc, l'intervalle, il faut que T appartienne à l'intervalle 0,3. On avait vu ça sur la courbe. Il faut que T appartienne à l'intervalle 0,3 et 4. Donc, on pouvait résoudre l'équation Q de T égale Qm, qui fait 1,T. Donc, comme on sait que Q0 c'est 10, on allait avoir 10, ouais, exponentielle de moins 0,5T moins exponentielle de moins T égale 1,2. Donc, quand on va résoudre ça, ça va nous donner cet intervalle. Mais comme on a dit de le faire graphiquement. Donc, nous allons prendre ici 1,2 et tracer. Donc, si nous traçons bien la courbe, nous allons voir que de ce côté, ça va aller vers 4 en réalité. Déjà ici, ça va aller au niveau de 0,3. Donc, ça va se trouver entre 0,3 et 4. Donc, voilà un peu ce qu'on avait préparé pour vous dans le cadre de la préparation du baccalauréat 2026. Il y en a tant d'exercices similaires comme ça. Ça, c'est un exercice classique ça vient fréquemment au bac. C'est cette façon de faire. Et aussi les problèmes pratiques, les situations complexes, c'est des choses qu'on donne fréquemment au bac. Il faut toujours essayer de faire des exercices dans ce sens-là pour s'améliorer. Donc sur ce, on va se dire à très bientôt, toujours sur Edou Mali, et n'hésitez pas, s'il y a des questions ou autre chose, on est là pour ça, à votre disposition. Merci beaucoup et à très bientôt.